En milieu rural, ils atteignent 83% de la population. Les membres des ménages qui utilisent des installations sanitaires améliorées, 14% seulement, et 36% en milieu rural. Sur le plan de l'éducation, le taux d'alphabétisation chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, 51% seulement. Et sur le taux net de fréquentation à l'école primaire, il y a eu des efforts, il atteint 75%. Mais en même temps, le taux net de fréquentation à l'école secondaire n'est que de 32% sur le plan national. Et j'ai essayé de comparer ces indicateurs avec quelques 3 pays que l'on peut qualifier de pays émergents. J'ai pris l'Afrique du Sud, le Brésil et la Chine pour voir à quel niveau nous pouvons nous situer. Parce qu'il y a eu un débat récemment pour dire que le Congo va devenir un pays émergent. Mais est-ce que nous avons les moyens de devenir un pays émergent dans 5, 10 ans par exemple? Et nous allons avoir l'idée de nous positionner. J'ai comparé l'indice de développement humain. Les données de 2010 par exemple. L'indice de la République démocratique du Congo était de 0,233. Celui d'Afrique du Sud à 0,597. Brésil 0,699. Chine 0,663. Donc vous voyez l'écart, les efforts que nous devons fournir. Pour rappel, l'indice de développement humain est calculé à partir de 3 indicateurs. Il y a l'espérance de vie, il y a le PIB, mais en même temps le taux de scolarisation. Donc vous voyez les efforts que nous devons fournir pour arriver à ce point-là. Rang au classement mondial, nous on était 168e en 2010, l'Afrique du Sud était 110e, Brésil 73e et Chine 89e. Revenu national brut cette fois-ci, c'était 291 en République démocratique du Congo, Afrique du Sud 9812, Brésil 10 607, Chine 7258. Structure du produit intérieur brut. L'agriculture, le secteur primaire, il compte encore pour environ 55% au Congo, 3,6% seulement en Afrique du Sud, 10% au Brésil, 13,8% en Chine. Industrie, 11% seulement au Congo, 31% en Afrique du Sud, 38% au Brésil, 59,9% en Chine. La contribution des services tertiaires, 34% au Congo, 65% en Afrique du Sud, 51% au Brésil, 33,3% en Chine. Espérance de vie à la naissance, 48 ans au Congo, 52 en Afrique du Sud, 72,9 au Brésil, 73,5 en Chine. Durée moyenne d'études, 3,8 ans au Congo, 8,2 en Afrique du Sud, 7,2 au Brésil, 7,5 en Chine. Taux d'analphabète entre 2006 et 2010, 30 à 49% au Congo, 10 à 29% en Afrique du Sud, 10,4 au Brésil, 9,9 en Chine. Voilà la situation que nous présente la République démocratique du Congo. À qui la faute? Je ne m'avance pas là-dessus. J'ouvre le débat et nous allons intervenir. Comment expliquer cette situation jusqu'à maintenant? J'ai mon idée, mais je préfère que l'on s'avance et à la suite du débat, à la suite des échanges, on pourrait revenir là-dessus. Je vous remercie. Je remercie M. Ngaloume pour ces tableaux clairs, précis et concis de la situation économique du Congo depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Nous avions dit que cette rencontre serait une rencontre franche où nous aurions regardé au miroir sans complaisance, sans détour, de façon à dresser véritablement ce que nous sommes aujourd'hui. Alors je me permettrai de poser la question aux intervenants. Est-ce que nous sommes réellement indépendants aujourd'hui? Si aujourd'hui vous étiez, supposons, Premier ministre ou Président de la République, quels sont les secteurs que vous préconiseriez afin
de sortir le Congo de ces probables, comment dire, situations un peu délicates, quoi. Je commence par... Merci pour la question. La question, elle est pertinente. Mais nous comprendrons tous que la situation, l'état des lieux, tel que présenté, tel que fait, personne ne peut se permettre de dire que le Congo est réellement indépendant, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Qui dit indépendance, comme on l'a relevé tantôt, dit ce droit-là à une certaine autodétermination. Il nous faut une certaine autonomie. Bien sûr, nous sommes dans un monde globalisé. Qui dit autonomie ne signifie pas autarcie. Ça ne signifie pas que nous allons être renfermés sur nous-mêmes, mais nous devons quand même avoir un certain droit d'être autonome. C'est-à-dire quoi? De disposer, de concevoir un certain nombre de politiques, de savoir, d'être capable de les mettre en œuvre, d'être en mesure de les orienter conformément à nos besoins, conformément à nos orientations. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? En tout cas, moi je dirais non. Que ce soit sur le plan économique. Aujourd'hui, il y a des institutions qui ont plus de pouvoir même que le gouvernement congolais. Le Fonds monétaire international, quand il donne ces injonctions, pour autant que nous sommes en train de tendre la main, nous n'avons pas le droit de négocier. Ailleurs, il y a quand même un moyen. Vous voyez la crise qui se passe maintenant en Grèce. Parce qu'ils ont perdu leur autonomie, ils sont à la solde du Fonds monétaire international, ils doivent exécuter les mesures qui leur sont imposées. Donc il faut arriver à reconquérir une certaine autonomie sur le plan économique, sur le plan politique, pour pouvoir mener à sa guise les politiques qu'on peut concevoir. Mais tant qu'on n'a pas tous ces moyens, il est encore difficile de prétendre avoir une quelconque indépendance. Comment justement recouvrir cette autonomie? En tout cas, je pense à mon niveau, et je l'ai toujours dit, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui nous font défaut. Ces facteurs qui nous font défaut, c'est effectivement ce que moi j'appelle une certaine culture du développement qui manque aux Congolais. Qu'est-ce que j'entends par une culture du développement? La culture du développement implique d'abord un certain amour de la patrie, l'amour du pays. Est-ce que nous, Congolais, nous pouvons nous dire aujourd'hui que nous avons l'amour du pays? Voilà, tout à l'heure on venait de faire un constat. Nous, Congolais, habitants de Louvain-la-Neuve, nous avons reçu l'information pour réfléchir sur la situation du Congo. Mais combien nous sommes mobilisés? Point d'interrogation. Mais allez ailleurs dans notre communauté. Un petit message. Vous allez voir combien de gens vont se retrouver autour de cette rencontre. Et ceux qui n'y arrivent pas vont poser de sérieux problèmes. Mais vous là, attendez demain, vous ne verrez personne vous dire pourquoi vous m'avez invité. En tout cas, vous n'aurez pas autant de reproches, autant de plaintes de gens qui se disent « Oh non, moi je n'avais pas été saisi, si j'étais informé, j'allais être... » En tout cas, ils ne seront pas nombreux. Mais beaucoup sont au courant, mais préfèrent privilégier leurs activités. Nous n'avons pas cette culture-là, l'amour du Congo. Quand j'analyse la situation de l'Asie, par exemple, qui est en train d'avancer aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une autre culture, un certain amour de leur patrie. Je prends l'exemple des dirigeants, des opérateurs économiques, des gens qui ont l'argent. Bien sûr qu'ils ont détourné. Bien sûr qu'ils ont amassé de l'argent par des voies autres que légales. Mais à partir du moment où ils ont cet argent, pourquoi préfèrent-ils aller l'investir ailleurs? Est-ce qu'on a l'amour de la patrie? Parce que j'ai vu des gens qui construisent ailleurs, qui investissent ailleurs, mais finalement tout cet argent disparaît à la suite de leur disparition aussi. Alors que cet argent, s'il était investi au pays, il pouvait servir au développement du pays. J'analysais la situation par exemple des pays comme le Japon, la Corée, Taïwan, ainsi de suite. Il y a eu des propriétaires terriens, des propriétaires fonciers dans ces pays.
À la suite des réformes agraires qui ont été menées, ces gens ont été indemnisés. Mais l'argent qu'ils ont eu, ils l'ont réinvesti, ils se sont convertis en capitalistes dans leur pays. Mais aujourd'hui, tous nos anciens dirigeants qui comptent des millions de dollars, de ceci et de cela, pourquoi ne peuvent-ils pas revenir investir au Congo? Donc nous avons un certain nombre de problèmes. Il y a l'amour de la patrie. Mais aussi, la culture du développement, comme je le disais, implique d'autres facteurs. C'est entre autres aussi la discipline. Hein? Est-ce que nous sommes disciplinés sur le plan du travail? Au Congo, nous disons c'est 8 heures au travail. Et même de 8 heures là, combien de gens arrivent au travail à temps? Et même les responsables, est-ce qu'ils ont la possibilité d'intervenir? Et quel est l'exemple d'ailleurs que les responsables donnent sur ce plan-là? C'est une grande question. La discipline du travail, non seulement la discipline, mais aussi cet amour du travail bien fait. Est-ce que nous avons cet amour-là? Parce que nous avons souvent l'habitude de nous plaindre, oh non, les Chinois, les ceci. Mais est-ce que vous connaissez les sacrifices qu'ils ont endurés pour le développement? Les Chinois, là, avec la révolution culturelle de Mao, ce sont des gens qui vous travaillent plus de 12 heures par jour. Mais est-ce que nous, on travaille aujourd'hui? Voilà. Donc, il y a une série de facteurs qu'il faut mettre en balance pour pouvoir constituer ou former ce que j'appelle cette culture du développement qui peut nous permettre de bien avancer. Merci. L'amour, l'amour, l'amour. Est-ce que vous avez l'amour du Congo pour les Congolais qui est présent ici? Est-ce que vous avez l'amour du Congo? C'est une question. Maurice, est-ce que tu as l'amour du Congo? Apparemment, tu n'es pas intéressé par le Congo à voir comment tu t'es dit. On t'appelle souvent Colombo. Est-ce que tu as l'amour du Congo? C'est bien, ça fait plaisir à entendre. Je passerai la parole à Choc pour qu'il tente de répondre, ensuite nous allons continuer. Voilà, donc, mon cher aîné, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Il y a une série de facteurs. Moi, je dirais que le Congo est-il indépendant? Mais je répondrai en disant en quelque sorte. Pourquoi en quelque sorte? Parce que, tel que je l'ai présenté, sur le plan strictement politique, le Congo est indépendant lorsque certaines orientations arrangent ses dirigeants. Là, vous entendrez les dirigeants du Congo dire: nous sommes un peuple, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous n'avons pas des leçons à apprendre des autres. Pourquoi je dis sur le plan strictement politique? Lorsqu'on nous a invités à cette conférence, mon cher ami, mon cher aîné, nous nous sommes convenus que j'aborderai les questions politiques et lui les questions économiques et de développement. Alors je dis que le politique oriente tout. Lorsqu'on parle de l'indépendance d'un peuple, lorsqu'on parle du respect d'un peuple, lorsqu'on parle de ce droit de peuple à disposer de lui-même, mais le peuple, je dirais le peuple presque aveugle, nous sommes dans des systèmes politiques qui, avant de parler économie, avant de parler développement, il faut qu'il y ait une orientation. Dans quoi nous sommes? Nous sommes dans une dictature, nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans quoi? Et ça, c'est le politique qui oriente ça. C'est le politique qui permet. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre Congo 52 ans après, lorsque le Congolais dit oui, nous avons trop souffert, nous avons été chicotés, nous n'avons pas eu droit parce que nous étions nègres, nous n'avons pas eu ceci parce que ceci, maintenant nous voulons être nous-mêmes. Très bien, bravo. Nous disons, voici les cadres, voici la constitution, évoluons, paf, nous commençons nous-mêmes à lire de travers ce que prévoient les institutions. Aujourd'hui, ici en Europe, ce qui fait que les autres puissent avancer.
ce qui fait que les autres puissent disposer d'eux-mêmes, c'est parce qu'il y a eu un moment des politiques, il y a eu un moment, un leadership qui a pensé qu'il fallait avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Le problème du Congo à ce jour, nous sommes dans la culture des hommes. Les institutions, ce sont les hommes. La fameuse indépendance, c'est en fonction des hommes. Non, nous devons avoir des institutions qui disent, des institutions qui prévoient, que ce soit Grégoire, Caris ou Jacques, monsieur, ce sont les institutions. Que disent les institutions? Vous êtes là pour les autres. Si on constate à un certain moment que vous ne travaillez plus pour les autres, les institutions prévoient des mécanismes afin que vous puissiez partir. C'est comme ça que je reviens pour dire, en quelque sorte, il y a une indépendance dans la mesure où, lorsque ça nous arrange, lorsque ça arrange les dirigeants, nous disons, c'est comme ça que nous avons prévu. Mais lorsque ça n'arrange pas les dirigeants, lorsqu'il faut respecter certaines choses, certaines règles, nous nous cachons toujours sur ce que j'ai dit ici. Nous évoquons les problèmes d'ingérence, la non-ingérence. Lorsque nous avons des institutions qui ne respectent rien en matière de droits de l'homme, il faut qu'il y ait une ingérence. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, cher monsieur, ça c'est pas possible parce que vous et eux, vous avez le même droit. Vous n'avez pas le droit, aujourd'hui, en ce siècle, de retirer la vie à l'autre, par exemple. Donc il ne faut pas parler du droit à disposer de vous-même lorsque vous retirez, vous privez quelqu'un de son droit fondamental. Donc la question, elle est pertinente. Nous, avenir de demain, nous, jeunesse du Congo, nous devons, dès aujourd'hui, c'est pour ça que nous disions qu'il faudrait vraiment réorganiser ce débat, nous devons penser à avoir un Congo où les institutions seront réellement fortes, où les institutions vont dire ce qui se passe à l'est du Congo actuellement n'est pas normal. Ceux qui sont à Kinshasa et à l'est du Congo sont congolais. Il n'est pas possible qu'en ce moment, certains soient en train de prendre du champagne et d'autres en train de courir, de ne même pas savoir où est-ce qu'ils vont passer la nuit. Au nom de quoi? Mais bon. Mais justement, comment réagissez-vous par rapport à cet ingrédient central dont M. Grégoire a parlé, cette absence de body, de love? Oui, mais mon cher aîné a parfaitement raison. Je crois qu'il y a un civisme qui nous enseigne ce que c'est la patrie, ce que c'est la nation, ce que c'est l'amour de la patrie. Il ne faut pas accepter certaines responsabilités de l'État sans en avoir ni l'idée, ni la capacité de pouvoir en assumer la responsabilité. Mais c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé au Congo depuis 52 ans. C'est ça le problème. C'est ça la problématique. Parce que j'ai toujours défendu l'idée que nous sommes dans le cadre d'un contrat. À chaque fois que nous nous retrouvons quelque part, il y a un contrat. Ici, il y a un contrat. Nous sommes devant vous et vous êtes là. C'est ça la règle. La règle au Congo, c'est la Constitution. La Constitution dit, vous êtes là et nous sommes là. Mais que dit cette Constitution? Que dit cette règle ici? Que voilà, c'est Grégoire et moi qui parlons et vous allez intervenir. Que dit la Constitution au Congo? Si vous accédez à la magistrature suprême, vous devez assurer la sécurité de tout un chacun, de tout celui qui est congolais et d'assurer son bien-être. Et que dit la Constitution? Lorsque vous n'en êtes pas capable, écoutez, tirez les conséquences. Donc voilà, je suis tout à fait... Et c'est ça l'amour de la patrie. Le respect des institutions, le respect des textes. Respectons-nous les textes. Respectons-nous les institutions? Je ne pense pas. C'était une réunion interactive. Je vais passer la parole au public
afin que le public puisse réagir, afin que le public puisse donner son avis sur cette prétendue indépendance. Qui veut prendre la parole en premier? Martin? L'aîné d'abord, l'aîné d'abord. Respectons les traditions. C'est très important. Sans traiter parce que c'est une question, une préoccupation. À la lumière de ce que je viens d'écouter, je me demande si vraiment le Congo est indépendant. Je me dis, depuis même l'indépendance, nous n'avons pas été indépendants. Le monde a été tué pour qu'on ne soit pas indépendant. On a mis spécialement des gens au pouvoir au Congo pour que nous ne soyons pas indépendants. Il y a un ami, un Burundais, qui m'a dit une fois, c'est un Burundais, si le Congo se développait aujourd'hui, nous serions au même niveau que les États-Unis. Il n'a pas tort, parce que déjà en 50, j'étais convaincu, comme le professeur Pouvoir l'a dit, on était au même niveau que le Canada. Donc si on pouvait travailler aujourd'hui comme les Canadiens, on serait même plus bien que les Canadiens aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme ressources. Mais vu nos richesses naturelles, vu tout ce qu'on a comme avantage et atout, on s'est dit, est-ce que nous pouvons vraiment être indépendants? Le Congo indépendant, c'est un danger pour beaucoup de gens aujourd'hui. Nous savons tous que la Deuxième Guerre mondiale a fait une grâce à l'indépendance du Congo. Si vous laissez le Congo indépendant, être libre d'utiliser à sa guise tout ce qu'il y a comme ressources, tout ce dont on peut, qui va aller au Congo? Le Congo n'a pas le droit de vendre ces minerais qu'il veut. Est-ce qu'on peut vraiment être indépendant? Ça, c'est une question que je voudrais poser aux intervenants. Est-ce que nous pouvons vraiment être indépendants par rapport à tous ces enjeux politiques? Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide. Entre guillemets, la guerre froide, il n'y a plus de guerre froide, mais la guerre froide existe toujours. On a toujours peur des Russes, les Russes ont toujours peur des Américains. Aujourd'hui, on parle des boucliers anti-missiles, c'est toujours la guerre froide. Hein. Est-ce que nous pouvons vraiment être vraiment indépendants par rapport à tous ces enjeux au niveau mondial? Ça, c'est ma question. Merci. Oui, Martin, merci pour votre préoccupation. Elle est tout à fait fondée. Mais moi, je crois qu'il y a moyen de faire autrement. Parce que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est vrai, c'est ça que nous sommes en train de vivre effectivement. À cause de nos richesses, à cause de notre position géostratégique, et ainsi de suite. Donc, certaines autres, nous sommes l'objet de convoitises. C'est effectivement ça le problème que vous posez. Mais je vais vous retourner la question. Si vous avez une jolie femme, sa femme est jolie. Ce qui est le cas. D'autant plus qu'il y a des jolies femmes ici. D'autant plus qu'il y a des jolies femmes parmi nous ici. Est-ce que vous allez, effectivement, quand elle passe dans la rue, où les gens qui connaissent qu'elle est avec toi, ils font toujours l'envie parce qu'elle est jolie. Et il y en a qui peuvent même faire pour, on a déjà vu ça, éliminer le mari pour qu'il récupère la femme. Ce sont des choses que nous connaissons, c'est la vérité, ce sont des faits réels. Mais est-ce que vous allez vous laisser faire parce que votre épouse est jolie, vous êtes déjà tombé sur elle, donc vous allez vous laisser faire pour que les autres tombent dessus comme ça? C'est ça la grande question aussi. Est-ce que nous devons? Je pense que si nous étions sérieux, les choses se passeraient autrement. Mais à un moment donné, les Congolais ne sont pas sérieux. Parce que la culture de développement dont je parlais tantôt, c'est-à-dire à un moment donné, nous devons être en mesure de dire non à un certain nombre de choses. Comme il a dit tantôt, je ne suis pas capable de faire ça. Je dis non, je ne peux pas faire. Nous constatons qu'il y a des écarts par rapport à la norme, des écarts par rapport au respect des institutions. Le peuple doit être en mesure de dire non. Mais est-ce que nous le faisons concrètement? Pour prouver que nous ne nous prenons pas au sérieux et nous ne travaillons même pas, nous ne faisons pas des choses au sérieux. Le Congo est l'unique pays au monde qui a déjà nommé un ministre fantôme. Un fantôme de ministre. Ça se fait où? Hein? Mais on voit. On a vu avec Bizema.
On l'a vu avec Isaac, on a nommé quelqu'un qui n'existait pas. Donc on l'a truqué, il y a eu un nom qui avait été mis parce qu'on avait demandé de mettre 3 noms pour un poste, ainsi de suite. Un chef malin a mis un nom de quelqu'un qui n'existait pas pour le contraindre à choisir celui qui avait un bon CV. Un certain Kasson. Tout à fait. Mais Gizenga Malin est tombé sur un autre, mais ça ne se fait pas comme ça. Vous ne pouvez dire entre nous. Un ministre, c'est quelqu'un qui a la gestion de tout un ministre. Vous ne pouvez pas lui confier des responsabilités sans l'avoir vu, sans l'avoir connu. Ça ne se fait pas. Nous ne nous respectons pas. Je pense qu'effectivement, la convoitise. Mais est-ce que nous sommes l'unique pays à avoir des ressources? C'est ça aussi la question. Qu'on fait les autres de leurs ressources. Parce qu'en Europe, ici, le développement a commencé par chez eux. Mais est-ce qu'entre eux, il n'y avait pas certains pays qui étaient aussi l'objet de convoitise? Comment en sont-ils sortis, eux? Je crois qu'il faut continuer la réflexion dans ce sens-là. Nous devons apprendre à nous prendre au sérieux, travailler, et les autres nous prendront aussi au sérieux. Et ils auront peur de nous, je crois. Je voudrais juste ajouter un petit mot pour dire que je ne suis pas partisan. Les autres ont fait. On nous a mis, on nous a installés. Moi, je ne suis vraiment pas partisan de cela. Parce que aujourd'hui, les Congolais, nous avons l'excuse facile. On nous a placé quelqu'un. On a fait. Enfin, nous, les Congolais, on ne fait rien. Ce sont les autres qui font pour nous. Pourquoi est-ce que cette convoitise, pourquoi est-ce que ces minéraux, pourquoi est-ce que ce danger, nous, Congolais, nous ne pouvons pas les transformer en atout? Si nous sommes riches, nous devons être un atout. Et là, je suis tout à fait, totalement d'accord avec Grégoire lorsqu'il dit que nous ne sommes pas sérieux. Les Congolais, nous avons atteint un niveau qui manque de qualificatifs. Et moi, je continue à dire que le Congolais, finalement, vous et nous, nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à régenter la vie du Congo. Il y a des institutions, il y a des normes. Donc, pour moi, je pense qu'il est temps. Le leadership dont a besoin le Congo est ici. 52 ans après, on ne peut pas continuer à avoir un Congo qui aujourd'hui se plaint toujours. Enfin, on s'excuse. On n'avance pas. Les Belges ont laissé le chemin de fer. Aujourd'hui, le chemin de fer est inexploité ou impraticable, disons. Mais ce ne sont pas les Belges qui ont fait pousser l'herbe. Non, là je ne suis pas d'accord. L'université de Kinshasa, pour ceux qui ont déjà été à l'université de Kinshasa, les infrastructures sont les mêmes. Vous allez les bâtiments, ils ne sont pas peints. Comme ici, les murs, les briques sont les mêmes. Mais ici, on balaye. Chez nous, vous marchez sur les papiers, les feuilles de papier. Ici, vous et moi, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre. Je sais que le Caris a prévu enfin, je vous informe aussi qu'il y a des verres, mais nous ne pouvons pas, après avoir pris le verre, jeter notre bouteille dans la rue. Nous sommes tout de suite sanctionnés. Hein? Vous voyez, la sanction existe, mais tout ça, c'est comme je l'ai dit, les institutions. Nous devons arriver, le péché de nos 52 ans, je n'étais pas encore né, je crois que nous avons privilégié les hommes en lieu et place des institutions. Et aujourd'hui, nous, puisque nous avons démarré la réflexion, elle va continuer, peut-être que nous passerons aussi, elle n'aura pas abouti, mais il faudrait que nous arrivions à un Congo qui mettra en place des institutions fortes. Les hommes devront arriver, les hommes passeront, mais les institutions vont demeurer. Donc, chers amis, moi je dis que je ne suis vraiment pas partisan de... Ce sont les autres
Les autres sont dans leur autodétermination. Ils se disent, c'est comme les Rwandais, excusez-moi s'il y en a. Les Rwandais, à un certain moment de leur vie, ils ont dit, pour que nous puissions survivre, nous devons engager telle politique. Si leur politique consistait à soutenir une rébellion au Congo, c'est leur autodétermination. Mais nous, de notre côté, c'est discutable. Là, je vous provoque, je sais. Mais nous, de notre côté, nous devons aussi dire, disposer de nous-mêmes signifie que ce soit Rwandais, Burundais, Ougandais, personne ne peut venir perturber notre développement, notre bien-être. Mais, comme on dit à Lingala, Babalio, c'est Cécile. Mais bon. Oui. Pour plus de facilité, si je pose. Non, pour plus de facilité, nous allons procéder par bloc de questions. Alors nous allons prendre à chaque fois 3 questions. Je pense qu'il y a Prince qui avait demandé. C'est rare d'avoir le reporter poser une question. C'est bien. On va faire une exception. Prince, Manu, Johanna. Vu le nombre de gens qu'il y a dans la salle, je pense qu'il a aussi... Non, je le taquine. Ah oui. Je vais commencer ma question avec une petite réflexion. Je pense que nous ne sommes pas tout à fait indépendants. Du fait qu'un jour, je suivis Musée Laurent Désiré Kabila à la télé, qui disait en son temps qu'il y avait un budget voté par le gouvernement congolais qu'il fallait défendre ici en Belgique. Ça, je le suivi. Comment un pays souverain, indépendant, libre, qui vote son budget dans son pays, qu'il faut défendre ici en Belgique. Je vous assure, ce jour-là, j'étais choqué. C'est juste pour vous donner, pour vous dire là où je suis, c'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas tout à fait libres. Maintenant, ma question s'adresse aux intervenants. Vous voyez très bien que la population n'est pas du tout impliquée, du moins. Elle dort ou elle n'est pas là du tout. Voyez-vous ce qui s'est passé dans les pays arabes, le printemps arabe. À mon avis, je pense que la population a aussi un mot à dire dans tout ce qui se passe chez nous. Disons, la population ne fait rien. On n'a pas une armée dissuasive pour défendre nos intérêts. Nous sommes convoités par nos voisins qui, chez eux, ils n'ont pas assez de place, ils ont besoin de nos territoires à nous pour qu'ils aient assez de place en fait. Bref, l'homme congolais, incapable de tout faire, incapable de se protéger, convoité par nos voisins, par tous les pays, les multinationales, tout ça, n'en parlons pas. Nous sommes vraiment en danger. Est-ce que nous, Congolais, nous sommes voués à disparaître? Ça, c'est ma première question. J'aimerais savoir, parce que si on est incapable de se défendre, ce qui reste à faire, c'est de disparaître ou de quitter carrément le Congo et de laisser à ceux qui sont forts, apparemment, de prendre les choses en main. Parce qu'actuellement, nous sommes infiltrés partout. Je vous le dis sincèrement, infiltrés partout. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, nos dirigeants, je dis bien partout. Partout, je dis bien. Ma question est de savoir, est-ce que nous sommes, nous Congolais, voués à disparaître? Voyez-vous le nombre de gens qu'il y a dans la salle, ça interpelle. Franchement, moi je suis déçu. Je suis sincèrement déçu. Moi je pensais qu'il y aurait des gens, qu'il y aurait un grand nombre. Parce que les Congolais qui sont ici en Europe, bien sûr, mais ce qui se passe au pays, c'est qu'ils sont vous en ce moment. C'est aussi une question d'information. Si l'information a passé coulée, personnellement, on était prévu 10 minutes avant. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes de mon cas qui n'ont pas été prévues. Donc, le fait qu'il n'y ait pas assez de Congolais ce soir dans cette salle n'implique en rien. Je pense pas. Bon, je fais confiance aux organisateurs du débat. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour informer tout le monde.
Mais franchement, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème congolais, un débat sur la nation, beaucoup de Congolais ne s'y intéressent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, lorsque nous-mêmes Congolais, nous sommes incapables de voir ou de peser les dangers qu'il y a devant nous, c'est un problème. Je pense qu'on aura d'autres préoccupations après, je vais me mettre là. Je pense que... Je sais. Non, c'est pas un problème. Il mange trop. C'est Prince Jungu, étudiant en master en communication ici à Louvain-la-Neuve. J'ai une question et une deuxième, et après une réflexion. Ma question va être assez brève. Chaque année, on fait toujours l'indépendance. Il y a toujours des conférences qui ont lieu. Et je remarquais qu'il y a une question qui revient souvent, qui est assez récurrente, c'est celle de savoir si, au fait, est-ce que l'indépendance du Congo n'a pas été obtenue un peu tôt? Je veux dire par là, est-ce qu'on était vraiment prêt à être indépendant? Est-ce que les conditions nécessaires étaient présentes pour que le Congo puisse être vraiment indépendant? Je pose cette question dans le sens où si ces conditions n'étaient pas prêtes, ben cela peut expliquer aussi la situation dans laquelle on se trouve. Il y a peut-être une causalité, une relation de cause à effet entre celles-là. Et ma réflexion, c'est plus, je vais me porter un peu en faux par rapport à ce que M. Djok a dit. Vous avez dit qu'il faudrait des institutions fortes pour que le Congo puisse changer un jour. Moi, je pense plutôt qu'il faut d'abord changer l'homme congolais. Tant qu'on n'a pas changé l'homme en lui-même, on peut beau avoir toutes les institutions qu'on veut, ça ne changera pas. Et pour illustrer ce que je vais dire, je vais vous lire un petit texte d'un auteur congolais qui a posté ça sur son mur Facebook le jour de l'indépendance. Et je pense que c'est assez illustratif de ce qu'on s'est dit ici. Et vous allez comprendre. Il dit ceci. Si j'avais un fils nommé RDC et qu'à l'âge de 52 ans, il continue de vivre de mendicité, alors qu'il lui suffirait de retrousser les manches pour être riche, qui se fait agresser quotidiennement par des gosses malingres, qui met au monde des enfants dont il ne s'occupe guère et passe son temps à se plaindre la journée, en croyant ainsi prier Dieu, et la nuit à se déhancher pour amuser la galerie universelle, moi personnellement, je le chasserai de la concession familiale. Il termine en disant c'est du mikoshi, ce qui veut dire que c'est la malédiction de la malchance. Donc pour moi, c'est assez illustratif de la situation actuelle du Congo, en fait. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord l'homme qu'on doit changer. C'est d'abord le Congolais en lui-même qu'on doit changer. On peut beau avoir changé de pouvoir. Vous avez brossé un peu l'historique du Congo. On est passé de Mobutu à Kabila. On a changé des institutions, on a changé de personnes. Mais qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est un peu ma question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer l'homme congolais? Changer les citoyens congolais? Je vous remercie. Joanne. Je pense que la question est plus honnête, parce que ça je passe le micro à qui? Non, ça va, c'est bon. Donc, je suis arrivée un peu en retard, désolée, et de ce que j'ai perçu, de ce que vous avez dit. Donc, l'idéal, ce serait pour que le Congo évolue, ce serait qu'on remotive ce civisme. C'est ce que vous avez dit, plus ou moins. Cette motivation du Congolais, ce nationalisme congolais, cette prise de conscience de la personne. Donc, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, c'est ce que j'ai compris. Allez-y, d'abord. Donc, ma question, c'est plus ou moins ce que Prince a demandé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, justement? C'était ça ma question de base, mais après ça, j'ai envie de réagir à ce que Prince a dit. Je sais, personnellement, je n'ai pas perçu en quoi je portais un faux par rapport à ce que Joc a dit, parce que avoir des institutions fortes et motiver le nationalisme au niveau personnel, humain, ça rentre pas en contradiction. Je n'ai pas dit que ça rentre en contradiction, mais je me dis qu'il faut d'abord commencer par là.
On peut... Ça, c'est une lecture que j'ai, hein. Ça se discute. Mais... Ça dépend aussi de ce que M. Job veut dire par institution. Voilà. Institution, pour moi, c'est la présidence de la République, le Parlement, ce sont des institutions. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait une éducation, on peut... un changement de mentalité, comme on le dit, vraiment important. Il y a encore une question ici. On prend les 3 questions et puis après on laisse. Et pour finir, le texte que tu as lu, c'est très intéressant, mais ça c'est mes croyances personnelles encore. Je pense qu'on est dans un débat politique, économique, et je pense qu'on devrait peut-être laisser Dieu là où il est et pas... Non, mais tu n'as pas tout entendu, on ne parle pas que de Dieu. Donc, oui, non, mais dans ton texte, non. Je suis pas particulièrement d'accord. Donc, non, si c'est par rapport à Dieu, ça se discute, mais on ne parle pas que de Dieu. Non, mais on a parlé de Dieu sur ce point-là, donc je réagis sur ce point-là. Bah, ça, c'est ton point de vue. Ça va. Bon, moi, je respecte. S'il vous plaît. On a parlé de la musique aussi, donc... Moi, je vais commencer par la dernière observation. Si j'étais bien suivi, tu as dit tu te prononçais en contradiction. Alors, je vais t'expliquer tout simplement que j'ai fait le distinguo entre les hommes et les institutions. Je vais donner l'exemple ici où nous vivons en Occident. Si ça fonctionne, c'est parce que les institutions, et par institution, c'est peut-être la question qu'il fallait poser, ce que je comprenais par institution, je vois les normes. Les normes, c'est-à-dire que il y a un pays qui devrait fonctionner comme ceci. Qui font les normes. Au travers ceci. Ok? Il y a un pays, le Congo, qui devrait fonctionner comme ceci, au travers un gouvernement, au travers une assemblée, au travers une institution judiciaire. Et pour y accéder, il faut procéder comme ceci. Et quand vous y accédez, il faut faire ceci. Et si vous n'arrivez pas à faire ceci, voici ce qui est prévu. Et vous, Congolais, vous devez respecter ça sans excuse. Vous dites, par exemple, que voilà, j'accepte de conduire les Congolais vers une destinée meilleure. Et la norme fondamentale du Congo dit que je dois assurer la sécurité de tout celui qui est congolais, à Massissi, à Kinshasa, au Bas-Congo, en Ituri. Si je déroge à ça, je devrais abandonner. Puisque c'est considéré comme une trahison. Ils m'ont fait confiance pour qu'ils ne puissent pas souffrir de problèmes de sécurité. Tu vois ce que je suis en train de dire? Donc voilà, des institutions respectées. Et je pense que si c'est respecté, on avancera. Où avez-vous déjà vu un pays où tout le monde sait que voilà, on va construire une université, il y a la pose de la première pierre, et puis 10 ans après, l'université n'existe pas, les hommes sont là, personne n'est puni, mais les normes sont claires. Le détournement est punissable au Congo. Le viol est punissable au Congo, vous suivez ce qui se passe. Le vol aussi est punissable. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est plutôt les hommes qui sont forts. Parce qu'ils décident de dire qu'il faut privilégier, il faut d'abord sanctionner le viol avant le vol. Ce sont ces hommes-là qu'il faut changer. Mais justement, c'est ce que je t'ai dit. Si les institutions sont fortes, on ne fera pas le distinguo entre vol et viol. Ce sont des infractions punissables au vu de la loi, au vu des normes, au vu des institutions qui disent, vous suivez en France, les institutions sont fortes, les institutions sont stables. Sarkozy, il y a moins de 3 mois, il était chef de l'État français. Mais les institutions voudraient que vous ne puissiez pas financer votre campagne par des dons non compris. Une fois votre immunité levée, vous êtes poursuivable. Par celui qui incarne les institutions, par celui qui est à l'administration. Il vous interpelle. Aujourd'hui, Sarkozy, voilà, il y a une perquisition. Voilà un exemple.
d'un pays où les institutions... Nous avons suivi le débat qui se passe au Congo entre un homme politique qui est soupçonné de viol, ou le ministre de l'information, le procureur de la... Tout le monde en a parlé, et un autre homme politique qui est soupçonné de vol. Personne n'en parle. C'est normal. C'est normal. Voilà un exemple des institutions qui ne sont pas fortes. Ce sont les hommes qui sont forts. Parce que les hommes voudraient que, d'abord, on privilégie le viol, le prétendu viol, en lieu de place du prétendu vol. Or, dans un pays où les institutions sont stables, ce sont des infractions. Mais, tu comprendras que les normes sont là. Les normes sont manipulées par des hommes. Or, au Congo, tout le monde n'est pas garant des institutions. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas garant des institutions à un certain moment de responsabilité. Si toi et moi, nous devons payer nos taxes, si toi et moi, nous devons veiller à ne pas abuser aux biens sociaux dans nos responsabilités, il y en a aussi qui sont chargés de veiller à ce que tout se passe normalement. Ce n'est pas le cas au Congo. C'est comme ça que je dis, au Congo, il faut des institutions fortes. D'abord, pas des hommes forts, les hommes passent. Les hommes sont là pour veiller à ce que les institutions demeurent. Que les institutions ne puissent pas être manipulées comme sur un jeu de cartes ou un jeu de dames. Je crois qu'on se comprend. Alors, par rapport à la citation, bon, ça engage l'auteur, c'est pas la Bible. Donc, voilà, l'auteur l'a pensé. Moi, je pense contrairement. Donc, nous ne sommes pas en contradiction. Et il est difficile de me contredire quand je l'explique comme ça. Alors, ce que notre ami a dit, la révolution arabe, je suis partisan de l'idée que le christianisme, tu vas m'excuser, je ne voudrais pas parler de Dieu, mais le christianisme joue un rôle pas tout à fait correct au Congo, dans la situation du Congo. Je voudrais revenir au vol. Comment vous voulez comprendre, dans un pays où on interprète tout, le berger, le prêtre, le pasteur, le diacre, ou tout ce que vous voulez, le référent, ou tout ce que vous voulez, a la responsabilité, je dirais, morale, sur les adeptes, les chrétiens, ou les je ne sais quoi. Mais le problème, c'est quoi? Vous êtes dans une église avec le type qui est supposé avoir détourné l'argent pour construire le pont dans le quartier. Mais vous demandez plutôt aux chrétiens, au nom de la Bible, au nom de la croyance, de le pardonner 77 fois 7 fois. C'est ça le Congo. Mais bon, c'est discutable. On voit dans certains cas, donc, je me dis que dans les systèmes, quand on étudie un peu les systèmes politiques comparés, les systèmes arabes, des gens qui jurent sur le Coran avant de diriger l'État, les gens qui se disent qu'au nom du Coran, on ne peut pas accepter quoi que ce soit, je crois qu'ils ont une autre détermination, une autre motivation. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Et je pense aussi que chez nous, nous le vivons. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent le niveau de la faim, le niveau de la pauvreté, le niveau Mpiakaweza le Congo, c'est indescriptible. Mais moi, je vais de là. Voilà, donc, mais les gens, tu les entendras dire, il n'y a pas de problème, Nzambe Arosala. Alors, la dernière question, voilà, 52 ans après, prise de conscience des Congolais, oui, encore une fois, on doit faire très attention. Je ne sais pas si c'est toi qui as abordé, mais on doit faire très attention. Nous, Congolais, nous devons arrêter les excuses. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce sont les excuses. Nous disons, de toute façon, eux, ils sont soutenus. Les Occidentaux, oui, c'est vrai, ça va être comme ça. Convoitise, c'est vous qui avez parlé là. Convoitise, tout ça. C'est vrai, et ça sera comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le prof a dit, vous avez bien. Donc, puisqu'il y a un hammer, un Vespa, c'est un peu ça, quoi. Non, tu vas te battre. Tu vas faire comprendre à l'autre qu'écoute, je veux bien, tu as ce que tu as, mais
Pardon? Qui va se battre? Vous, moi, lui. Et le nombre qu'on est dans la salle? Justement, ça c'est un problème. C'est comme ça que ici, en sortant, moi je vais suggérer que nous puissions rediscuter. Il faudrait bien, nous ne devons pas dire que voilà, c'est fini. En fait, nous sommes en train de dire c'est fini, que c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est fini, donc on sera comme ça. Mon cher ami, je ne sais pas si tu as déjà suivi le film 300. Spartiates. Ils étaient 300, ils ont affronté une armée de 100 000 personnes. Ils ont certainement perdu, mais ils ont réussi à mettre en déroute plus de un tiers de cette armée de 100 000 personnes, à peu près 30-35 000 personnes. C'est un film. Laissez-moi rajouter. Laissez-moi, s'il te plaît, Arnold, ordre dans la... Ce n'est pas qu'un film. Ouais. Disons que c'est un film tiré d'une histoire vraie. Ok. C'est une histoire vraie. Ah ok, ça va. Je passe la parole à Grégoire. Ok, merci beaucoup. Mais vous voyez quand même que c'est intéressant. Le débat est intéressant. Manu posait la question tout à l'heure, là, il s'inquiétait si le Congo était condamné à disparaître, le Congo était en danger. Oui. Pas de population, rien du tout. Le risque est réel. Ouais. Le danger est effectivement réel. La Suisse n'a pas d'armée. Comment ça? La Suisse. La Suisse, on parle de situation de la Suisse. Non. Les contextes sont différents. Le problème du Congo, c'est lequel? Il a eu tout à fait raison pour élever cette histoire d'infiltration. Mais c'est pourquoi je disais, nous n'aimons pas le Congo. Parce que cette histoire d'infiltration, d'où est-elle venue? Et ces gens qui l'ont commencé ont été même proclamés héros nationaux. Mais c'est horrible. Hein? Vous avez gagné la guerre. Très bien. Vous avez mis en déroute tout un gouvernement, et ainsi de suite. Très bien. Mais quand vous arrivez, réorganisez les choses convenablement. Est-ce que c'était les généraux qui manquaient au Congo pour qu'on nous prenne un général rwandais et qu'on le mette chef d'état-major général? Est-ce qu'il n'y avait pas de militaires bien formés au Congo pendant ce temps-là? Est-ce qu'il n'y avait pas de Congolais compétents pour occuper toutes les fonctions qu'il pouvait y avoir pendant ce temps-là? Voilà la difficulté. On a ouvert des brèches et l'ennemi en a profité. En tout cas, la plupart des malheurs que nous sommes en train de connaître aujourd'hui sont partis de là. Les mêmes qui avaient été chef d'état-major, lorsqu'on s'est brillé, il est revenu. Et on connaît la situation telle qu'elle s'est déroulée. Donc le danger, effectivement, quand on lit la littérature sur ce qui est en train de se passer au Congo, le chemin du Soudan n'est pas loin de nous. Hein? Et il faut rester vigilant. Sur ce plan-là, il faut effectivement rester vigilant. Au niveau de la non-implication de Congolais, à un moment donné, je me pose la question si c'est pas... Est-ce qu'on n'est pas distrait à un moment donné? Parce que non seulement ce qui s'est passé ici, en décembre 2011, je me suis retrouvé à Bruxelles, il y avait un colloque organisé par le GRAPAX sur le changement post-conflit dans la région de Grand Lac. Le GRAPAX payait même les titres de transport aux gens qui étaient en dehors de la Belgique pour venir ici et participer à ce colloque-là. Moi, j'étais au Congo, j'ai bénéficié d'un billet offert par le GRAPAX pour vous. Mais je me suis retrouvé seul, venant du Congo, avec un Congolais qui était basé ici, qui fait sa thèse en philosophie ici. Il n'y avait que 2 interventions congolaises. Sur les problèmes du Congo. Mais, sur les Grands Lacs. Mais combien de Burundais y avait-il à cette rencontre-là, qui sont venus du Congo, et qui sont venus du Burundi, pour lesquels on a payé des billets, qui avaient été logés, ainsi de suite. Combien de gens étaient venus du Rwanda? Je me suis posé la question, est-ce que les Congolais étaient distraits ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Il faut effectivement continuer la réflexion à ce niveau-là, parce que aussi longtemps que nous restons distraits sur les problèmes du Congo, nous n'avons plus à nous plaindre, parce que nous sommes en train de rater le train et les choses évoluent autrement. Et là, nous n'avons qu'à pleurer. Donc, nous devons essayer de nous investir dans les cercles, comme il a parlé de cercles d'étudiants congolais, ainsi de suite. Essayons de nous sensibiliser
pour que nous puissions nous impliquer et rester vigilants sur la situation du Congo. Mais cette année, le cercle congolais a bien travaillé. Il y avait du monde, moi je suis allé dans toutes leurs activités. Oui, c'est déjà très bien, donc il faut continuer. Il faut continuer sur cette lancée-là. En parlant il y a notre ami Prince qui a parlé, qui se posait la question si on pouvait parler d'une indépendance précoce. Oui, à un moment donné, il y a des éléments probants qui prouvent que nous n'étions pas suffisamment préparés pour avoir cette indépendance pendant ce temps-là. Quand vous lisez l'histoire économique, vous vous rendrez compte qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui avaient conforté suffisamment leur position avant la guerre et pendant la guerre sont passés maîtres du monde. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, qui étaient une ancienne colonie, qui n'ont pas connu d'histoire de colonisation comme les autres, et dans leur volonté d'imposer le libre-échange à travers le monde, comme ils ont offert leur aide aux Européens dans le cadre du plan Maréchal, ils ont également obligé ces gens à engager le mouvement de décolonisation. De cette manière, ils pouvaient avoir accès à différents marchés à travers le monde, et c'est de cette manière que le mouvement de décolonisation a commencé. Et quand vous lisez également l'histoire de notre colonisation par rapport aux colonisations qui se sont déroulées ailleurs, particulièrement en Asie, la colonisation par exemple du Japon en Corée ou à Taïwan par exemple, ce sont des histoires diamétralement opposées. Quand vous voyez dans ces colonies-là par exemple, le colon ou le colonisateur il a travaillé suffisamment. Il a laissé une administration solide. Il a laissé une base industrielle totalement confortable. Mais nous, à l'indépendance, combien de Congolais avaient le grade d'universitaire? Combien? Combien de Congolais étaient dans l'administration et occupaient de postes importants? Voilà la difficulté. Nous n'étions pas suffisamment préparés pour prendre cette indépendance pendant ce temps-là. Ça, c'est de un. De deux, il y a une question sur le civisme, ainsi de suite, comment faire, ainsi de suite. Je crois que tout doit commencer par quelque part. C'est un problème de vision. Le problème du développement, ce sont des problèmes complexes. Et le développement, c'est effectivement dans la durée. C'est un processus. Les choses peuvent commencer quelque part. À un moment donné, je me dis aussi, est-ce qu'on ne fait pas, on ne demande pas trop aux nations africaines, ainsi de suite, parce que ça ne fait qu'un demi-siècle d'indépendance. Quand nous voyons les choses qui se sont passées en Occident ici, ils ont une histoire de plusieurs siècles après tout. Quand nous voyons les gens comme les pays comme l'Espagne, comme le Portugal, qui avaient été des grands colonisateurs, mais ils se sont développés que trop tardivement par rapport aux autres. Donc à un moment donné, cette histoire des ressources-là, c'est un faux fouillant. Parce que ces colonisateurs attitrés, comme l'Espagne, le Portugal, avec plusieurs colonies à travers le monde, ainsi de suite, qui ont eu amassé beaucoup de richesses de gisements, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais ils n'étaient pas des pays développés jusqu'il n'y a pas longtemps. Mais les autres qui n'avaient rien, les pays scandinaves là, ils n'ont pas participé à la colonisation, mais ils sont parmi les grands aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont eu à travailler. Donc, à un moment donné, nous devons prendre conscience, mais il doit y avoir un certain leadership, il doit y avoir des éclaireurs. Et ces éclaireurs doivent jouer le rôle de conscientisation des autres, et ça se passe même au niveau des familles, au niveau des cercles de réflexion, comme on le fait là, et il y a des effets boule de neige, il y a des effets de diffusion. À un moment donné, tout le monde, on a parlé tantôt de la révolution arabe là, mais c'est parti au niveau des réseaux sociaux, ce sont des individus, et la chose est allée en évoluant. Donc il faut que la conscience là commence par quelque part. Il faut quand même qu'il y ait des gens suffisamment éclairés qui soient en mesure de travailler pour le Congo et commencent à actionner la machine pour que tout le monde se retrouve dans la dynamique. Les combattants. Oui. Les combattants. Nous allons prendre une dernière série de questions, parce que le temps avance. Mais j'aimerais juste réagir un tout petit peu par rapport à ce que notre aîné a dit. À la question si nous avions obtenu ou eu l'indépendance plus tôt. Moi, j'aimerais bien qu'on pose la question à ces personnes-là qui nous ont précédés, à ceux qui ont eu leurs mains coupées, si justement ils étaient prêts
Mais il y a eu, à la liberté. il y a eu une influence. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent. Mais le problème, c'est que le colonisateur n'a pas préparé ça. C'est ça la difficulté.